En Alaska, une fillette de 11 ans part se promener en compagnie d'une camarade. Cette dernière fait une chute et se blesse légèrement. Elle rentre chez elle se faire soigner après avoir demandé à son ami de l'attendre. À cet instant précis, son destin bascule. En 1991, en Alaska, alors que l'été touche à sa fin, les enfants de la petite ville de Taslina profitent des derniers beaux jours. La rentrée des classes approche et bientôt l'hiver s'abattra sur l'Alaska. La famille Lemaire mène une vie paisible, partageant son temps entre la pêche, la chasse et les balades en quad. Leur fille aînée s'appelle Mandy, elle a 11 ans. Mandy, c'était un garçon manqué et une vraie petite fille à la fois. Elle était aussi à l'aise dans une robe lors des grandes occasions que dans une paire de bottes pour aller pêcher dans la rivière. La ville de Taslina ne compte que 241 habitants. Les maisons sont espacées les unes par rapport aux autres et il n'est pas rare que Mandy et sa meilleure amie April doivent marcher 1 ou 2 kilomètres pour rejoindre leurs camarades de jeu. Et c'est le cas le 22 août 1991. Mandy et moi sommes partis. On avait déjà avancé un peu. La banane que je portais était plutôt lourde. J'ai trébuché, je me suis écorché le genou. Je suis revenue au magasin pour me faire soigner. Mandy devait m'attendre. Mais Mandy finit sans doute par s'impatienter. J'ai couru pour rejoindre Mandy, mais elle n'était plus là. Comme elle était du genre farceuse, on pensait qu'elle s'était cachée et qu'elle voulait nous faire peur. Mais elle n'est jamais réapparue. 2 heures plus tard, le père de Mandy appelle la police. En quelques heures, 75 amis et voisins se mobilisent pour distribuer des tracts et fouiller la forêt environnante à pied et aussi depuis les airs. Je savais qu'il s'était passé quelque chose. Il était impensable qu'elle se soit perdue. L'agent Jim McCann n'hésite pas à faire 5 heures de route depuis Fairbanks pour participer aux recherches. J'avais le sentiment que la fillette ne s'était pas faite attaquer par un grizzly et qu'elle ne s'était pas non plus perdue dans les bois, en tout cas, d'après ce que j'avais lu dans les journaux et d'après ce qu'on m'avait raconté par téléphone. C'est l'affiche qu'ils ont préparée quand ils ont découvert que Mandy avait disparu. Avis de recherche, Mandy Lemaire, blonde, longs cheveux raides, 1,50 m, entre 47 et 50 kg, 11 ans. J'ai ajouté « c'est ma meilleure amie ». Les recherches durent plusieurs jours. On fait venir des chiens, mais ceux-ci ne retrouvent pas la trace de Mandy. Je n'avais jamais vu une telle mobilisation, une telle solidarité, c'était incroyable. Tous les habitants de la vallée s'étaient mobilisés. Malheureusement, après 10 jours de recherche, le corps de Mandy finit par être retrouvé. La fillette a été tuée par balle. On l'a retrouvée à environ 1,5 km de son domicile, au bord d'une route isolée, dans un autre quartier. Son corps gisait près de la route qui mène à la rivière. À moins d'avoir traversé pareille épreuve, il est impossible de s'imaginer ce que c'est. Et je ne peux pas le décrire non plus. À l'époque, ma femme n'a pas supporté. Quelles que soient les circonstances, on se sent toujours coupable. Et ça, c'est terrible. Si je n'avais pas trébuché, que serait-il arrivé? Je me souviens en avoir parlé à ma mère. Que serait-il arrivé si je n'avais pas trébuché? Quelques jours avant la découverte du corps de Mandy, de fortes pluies s'abattent sur la région, faisant disparaître les éventuelles preuves, ainsi que les éventuelles empreintes de pas et traces de pneus. Il était évident que Mandy n'était pas morte tout de suite et qu'elle avait essayé de s'enfuir. On a retrouvé de la terre sous ses petits ongles cassés. En l'espace de quelques minutes, la petite Mandy Lemaire s'est volatilisée. Elle a disparu le temps que sa camarade rentre chez elle se faire soigner une égratignure.
Que s'est-il passé durant ce court laps de temps? Le corps de la fillette est autopsié. En plus d'une agression sexuelle, l'examen révèle que 2 balles de carabine de calibre 22 l'ont frappé à bout portant. Alors le prédateur appartient-il à la communauté? Ou s'agit-il d'un prédateur extérieur au village? Lors de l'enquête, un informateur indique à la police que David De Forest, un ouvrier du bâtiment, s'intéresse de très près à l'affaire et n'a de cesse d'en parler avec ses collègues. 20 ans plus tôt, David De Forest avait déjà été condamné pour vol de voiture dans l'État de New York et il semble encore connaître quelques démêlés avec la justice. Il avait quitté l'État, il avait eu des problèmes et il était aussi suspecté de meurtre dans un autre État. David De Forest nie toute implication dans le meurtre de Mandy. Son employeur confirme d'ailleurs sa présence au travail le jour de la disparition de la fillette. Il n'est donc pas suspecté. Il détient en revanche de précieuses informations. Il déclare avoir aperçu Charlie Smith Hart, un habitant du coin, au volant de sa camionnette sur la route même où Mandy a été vue pour la dernière fois. Les enfants du coin l'aimaient bien, ils avaient l'habitude de venir le trouver dans son atelier pour qu'il répare leur vélo. Il leur donnait des bonbons, bref, son cas nous intéressait. Sidérurgiste à la retraite de 61 ans et 2 fois divorcé, Charlie Smith Hart vit dans un atelier de fortune situé derrière la maison de sa mère. Et il se trouve qu'il a participé aux recherches pour retrouver Mandy. Il n'a jamais inscrit son nom sur les listes à la caserne pour signaler qu'il faisait partie des équipes de recherche. Il se rendait sur les lieux, traînait un peu, puis s'en allait. Ça nous a paru étrange. Cependant, Charlie Smith Hart nie sa présence sur les lieux du crime le jour de la disparition de Mandy et déclare avoir un alibi. Il prétend qu'il regardait la télévision avec sa mère, un alibi confirmé par celle-ci. God knows he didn't do it. And the person who committed this crime knows that Charles didn't do it. Dans une petite ville comme Tazlina, vérifier un alibi est plus facile que dans une grande ville, et très vite les enquêteurs trouvent une première faille. Ils découvrent que la mère de Charlie Smith Hart, Lucy, faisait ses courses à l'épicerie du coin le jour même de la disparition de Mandy et qu'elle a réglé ses achats par chèque. La date et l'heure sur le ticket coïncidaient. Il était 15h17. À l'heure où Lucy avait déclaré être chez elle avec son fils. Elle ne l'était pas en fait. Elle faisait des courses à l'épicerie. Tout à coup, l'alibi de Charlie ne tenait plus. Sa mère était à l'épicerie à 15h17 et non chez elle, comme le déclarait Charlie. Il n'avait donc plus d'alibi au moment de la disparition de Mandy. À plus de 300 km de là, à Anchorage, les enquêteurs utilisent un ruban adhésif pour rassembler les éventuels indices semés par le tueur. La moindre petite particule reste collée au ruban adhésif, mais l'adhésif permet de la retirer facilement pour qu'elle puisse ensuite être analysée. Les enquêteurs remarquent alors ce qui constitue peut-être leur premier indice. Nous nous sommes regardés et j'ai dit « Vous avez vu? Il y a quelque chose qui brille, regardez !» Alors, on a continué de chercher. Les sphères ainsi trouvées ne sont pas plus larges qu'une tête d'épingle. Observées au microscope optique, elles ressemblent à du métal. Les enquêteurs trouvent aussi plusieurs fibres rouges et bleues ainsi qu'un fragment de peinture jaune. Ces indices microscopiques suffiront-ils pour conduire les enquêteurs jusqu'au meurtrier? L'analyse des débris métalliques s'apparente aujourd'hui à une science presque exacte. Des appareils comme le chromatographe gazeux, généralement associé à un spectromètre de masse, permettent de déterminer la composition de minuscules fragments recueillis sur une scène de crime. Des résultats spectaculaires ont été obtenus grâce à ces techniques. Je me souviens par exemple d'une affaire étonnante. Pour se débarrasser d'un rival, un meurtrier avait placé une bombe sous le châssis de sa voiture. L'engin infernal explosa et le conducteur fut tué. En analysant des granules en plastique de la taille d'un grain de sable éparpillés
sur le lieu de l'explosion, des enquêteurs étaient parvenus à retrouver l'origine du lot de dynamite ayant servi à l'attentat et à remonter donc la piste du tueur. Dans notre affaire, les fibres rouges et bleues et le fragment de peinture permettront-ils de lier le meurtre de Mandy à la présence de Charlie Smith-Hart sur les lieux du crime? Il s'agissait d'une fillette de 11 ans à qui on avait sauvagement ôté la vie, qui avait été brutalement assassinée et dont on avait lâchement abandonné le corps au fond des bois. Ça n'a pas été facile pour tous ceux qui ont travaillé sur cette enquête, y compris pour moi. Dans les semaines qui suivent le meurtre de Mandy Lemaire, les enquêteurs tiennent une piste sérieuse. Un témoin déclare avoir vu Charlie Smith-Hart non loin de la maison de Mandy le jour de son enlèvement. Par ailleurs, des jeunes filles apportent un témoignage encore plus accablant. Dans les semaines précédant la disparition de Mandy, des témoins ont dit avoir vu Charlie Smith-Hart, un homme d'une soixantaine d'années, inviter des fillettes qui ressemblaient comme deux gouttes d'eau à Mandy Lemaire à monter dans sa voiture. La ressemblance était étonnante, à tel point que la mère de l'une des fillettes en question, en voyant l'avis de recherche de Mandy dans le journal, avait cru voir le portrait de sa propre fille. Munis d'un mandat de perquisition, les enquêteurs saisissent la camionnette de Smith-Hart pour y effectuer des analyses médico-légales. Au moyen d'un ruban adhésif, les enquêteurs prélèvent des particules microscopiques à l'intérieur de la camionnette. Pendant l'interrogatoire de Smith-Hart, un nouvel élément attire l'attention des enquêteurs. Je ne pouvais pas quitter sa chemise des yeux. Elle était pleine de petits fragments étincelants. Alors, j'ai fini par lui demander « C'est quoi ces petits trucs qui brillent sur votre chemise ?» Et il a répondu « Je sais pas, du cuivre, de l'aluminium, je polis plein de trucs. » Cet indice mène les enquêteurs tout droit à l'atelier situé derrière la maison de la mère de Smith-Hart. Ils y prélèvent des échantillons de peinture, des cheveux, des fibres et tous les fragments métalliques qu'ils y trouvent. Ils saisissent également quelques-uns des bleus de travail de Smith-Hart. Toutes ces preuves sont envoyées à Chicago, dans l'Illinois, à Skip Palahniuk, un microscopiste médico-légal. Palahniuk commence par examiner le petit fragment de peinture jaune découvert sur les vêtements de Mandy. Avec la spectroscopie à rayon X, il remarque quelque chose d'inhabituel. Des fragments composés d'une seule couche de peinture laquée et de différentes couleurs. C'est assez rare. Les vélos des enfants sont justement peints avec une peinture laquée monocouche. Parmi les échantillons prélevés dans l'atelier de Smith-Hart, Palahniuk découvre un fragment de peinture composé des mêmes éléments et des mêmes polymères que celui trouvé sur les vêtements de Mandy. Le fragment de peinture pris sur les vêtements de Mandy était, dans tous les aspects mesurables, identique à l'un des fragments de peinture jaune prélevés dans l'atelier de Smith-Hart. Palahniuk se penche ensuite sur les fibres rouges et bleues. Une fois encore, il découvre qu'elles ont une particularité. La section transversale de ces fibres était peu ordinaire et elles étaient très fragiles. Leur fragilité s'explique par leur état de dégradation avancée. Ces fibres sont de forme triangulaire ou trilobée. À l'aide d'un spectromètre infrarouge, Palahniuk découvre qu'elles se composent de polypropylène, une matière synthétique utilisée par la société de fabrication de moquettes Philips. Palahniuk analyse ensuite les fibres prélevées dans la camionnette de Smith-Hart et sur ses vêtements. Nous avons trouvé exactement le même type de fibres chez Smith-Hart. Non seulement elles ont la même forme de section transversale et la même taille, mais elles ont été colorées avec les mêmes pigments. Tout concorde. Les fibres découvertes dans la camionnette de Smith-Hart proviennent du même fabricant et présentent le même degré de dégradation que celles trouvées sur les vêtements de Mandy. Enfin, Palahniuk s'intéresse au plus particulier de tous ces indices, les nombreuses sphères métalliques découvertes sur les vêtements et la peau de Mandy. L'analyse au microscope à balayage électronique permet d'affirmer que ces sphères sont faites d'acier au carbone. De par son expérience, Palahniuk sait précisément d'où proviennent ces petites sphères métalliques.
Quand on utilise un outil coupant à grande vitesse pour couper de l'acier, on produit ce genre de particules métalliques. Et elles sont amenées à si haute température qu'elles fondent, d'où cette forme sphérique. Les sphères métalliques découvertes sur Mendy sont ensuite comparées aux fragments métalliques trouvés dans la camionnette de Smith Hart. Il ne faisait aucun doute que les particules prélevées sur le corps de Mendy provenaient de l'atelier de M. Smith Hart. Après les avoir toutes étudiées de près, il était tout à fait impossible qu'elles ne proviennent pas du même endroit et qu'elles aient été réunies là par le hasard. Les indices sont révélateurs. Les particules métalliques recueillies sur les vêtements de la fillette assassinée sont identiques à celles retrouvées dans l'atelier et la camionnette de Charlie Smith Hart. Les enquêteurs ont enfin le sentiment de toucher au but, mais afin d'étayer leur dossier avant de procéder à l'arrestation du suspect, ils préfèrent en apprendre davantage sur son passé. C'est pourquoi 2 d'entre eux se rendent en Californie pour rencontrer l'une de ses filles. Et ce qu'ils découvrent leur glace le sang. Ils font alors une découverte saisissante. Mendy Lemaire n'était pas sa première victime. Nous avons marché pendant quelques heures devant chez elle avant que je ne réussisse à gagner sa confiance. Et c'est les larmes aux yeux qu'elle m'a enfin avoué que son père avait commencé à l'agresser sexuellement alors qu'elle avait 11 ans. Bizarrement, l'âge qu'avait Mendy Lemaire lorsqu'elle a été assassinée. Ses sœurs avaient elles aussi été victimes des mêmes sévices. Après 3 mois d'enquête, Charlie Smith Hart est arrêté pour enlèvement, agression sexuelle et meurtre sur la personne de Mendy Lemaire. C'est la fin d'une longue attente pour la famille de Mendy. Je voulais faire justice moi-même. Ce n'est pas l'envie qui me manquait, inutile de le nier. Mais j'ai fini par réaliser que ce serait bien trop difficile à expliquer à mes 2 garçons. De nombreux habitants de Tazlina ne peuvent se résoudre à croire qu'un de leurs voisins ait pu commettre un crime si monstrueux. La population de Tazlina était divisée en 2 camps dans cette affaire, les Amérindiens et les Blancs. Mendy était blanche et Charlie indien. Il y avait donc un grand clivage. La communauté blanche était persuadée que Charlie était impliqué, tandis que la communauté amérindienne soutenait le contraire. Le procès de Charlie Smith Hart commence en 1993, 2 ans après le meurtre de la fillette. Chaque jour du procès, les parents de Mendy et leurs 2 fils sont assis au premier rang. Smith Hart ne cesse de clamer son innocence. Mr. Smith Hart, I'm going to have you removed from the courtroom. That's fine. I don't want to do that. Throw me in jail. I've been in there for 20 months, falsely arrested for a crime I did not commit. Les procureurs affirment que les sphères trouvées sur la chemise de Smith Hart ont été formées à partir de l'acier en fusion provenant de son propre atelier. Smith Hart portait cette même chemise lorsque sa route a croisé celle de Mendy, qui allait voir ses amis. On ignore si Mendy est monté de son plein gré dans la camionnette de Smith Hart ou s'il a dû l'emmener de force. Suite à l'expertise médico-légale, on sait que les sphères métalliques sur les vêtements de Smith Hart se sont déposées sur le siège de sa camionnette pour ensuite s'accrocher aux vêtements de Mendy lors de son enlèvement. On a aussi trouvé dans la camionnette et sur Mendy les mêmes fibres synthétiques bleues et rouges de forme trilobée utilisées pour la fabrication de moquettes. Un éclat de peinture laquée jaune provenant de l'atelier de Smith Hart avait également été trouvé sur Mendy Lemaire. Après 2 semaines passées dans la forêt et malgré de fortes pluies, les preuves matérielles pouvaient encore parler. On n'a jamais retrouvé l'arme du crime. Les procureurs pensent que Smith Hart s'en serait débarrassé dans la rivière de Tazlina. My way of thinking, you're an accessory to him,
You're an accessory to him and the troopers that investigated this case because I know I'm innocent. Lors du procès, le témoignage de Skip Palahniuk fait pencher la balance. Mon rôle consiste à faire état de mes découvertes scientifiques et à les défendre. Je ne suis du côté de personne, j'argumente juste mon point de vue. C'est ce que j'ai fait au tribunal, et je crois que j'ai réussi à donner une base à la réflexion des jurés et à leur verdict. J'ai trouvé leurs explications très claires. J'ai demandé à mon fils aîné s'il avait tout compris, et tout était clair. Ça devait donc être à la portée des adultes. Charles Smith Hart est reconnu coupable de meurtre, d'enlèvement et d'agression sexuelle. Et il est condamné à 114 années de prison. Monsieur le maire m'a présenté son fils. Le petit s'intéressait beaucoup aux sciences médico-légales. Ce jour-là, il m'a donné un dessin qu'il avait fait représentant la salle d'audience et sur lequel était écrit « Merci d'avoir aidé à arrêter l'assassin de ma sœur ». J'ai été très touché par ce geste. À Tazlina, tous les habitants se sont sentis concernés par cette affaire, chacun à leur façon. Je vis dans la maison où habitait la famille de Mandy. Son souvenir me hante. Même les odeurs me rappellent des choses. Mon fils dort dans son ancienne chambre. Sur la fenêtre, il y a un autocollant qu'on avait mis là ensemble, Mandy et moi. Il y a des gens qui disent qu'on devrait tourner la page, mais on ne peut pas. J'ai traversé une épreuve horrible. Et depuis, le cauchemar continue. Le jour où Mandy aurait dû recevoir son diplôme, par exemple. D'ailleurs, pendant longtemps, je n'ai pas pu assister à ce genre de cérémonie. Et plusieurs années après, quand les amis de l'âge de Mandy se sont mariés, je n'ai pas pu me rendre à leur mariage. Ça me poursuivra toute ma vie. Elle n'est plus là. J'aurais aimé vivre tous ces moments-là avec elle. 6 ans plus tard, la Cour suprême d'Alaska annule la condamnation de Smith Hart sur le motif que certaines preuves que la défense avait voulu présenter avaient été réfutées. Tandis qu'il attend la réouverture de son procès, Smith Hart décède d'un cancer des poumons dans une prison d'Alaska. Après la justice des hommes, c'est donc celle de Dieu qui a réglé le sort du violeur et de l'assassin de la petite Mandy. Dans cette affaire, les enquêteurs ont bénéficié du fait que le village dans lequel s'était déroulé le drame ne comptait que quelques centaines d'habitants et que tout le monde se connaissait. C'est rarement le cas et quantité de crimes, hélas, restent impunis. Frustré par ces échecs et pour inciter la population à collaborer davantage avec la police, Greg Magalise, un inspecteur canadien installé au Nouveau-Mexique, avait imaginé en 1976 le programme Échec au crime et protection des informateurs. Il consiste à associer médias et citoyens pour lutter contre le crime et la délinquance. En échange de l'anonymat, d'une compensation financière et d'une protection, la police recueille auprès du public des renseignements susceptibles de faire progresser leur enquête. Ce concept a connu un succès très rapide. Il existe aujourd'hui 900 programmes échecs au crime dans le monde. Dans l'Ontario, au Canada, ils ont permis depuis 1984 l'arrestation de 63 000 personnes et la mise sous séquestre de 780 millions de dollars récupérés sous forme de biens volés et de saisies de stupéfiants. En France, bien que certains élus souhaiteraient le mettre en vigueur, ce type de pratique, qui peut s'apparenter à de la délation, est interdit par la loi.